Pour moi, comme vous voulez. Et puis il fallait que ça soit un petit peu long, vous a expliqué. Non, Une interview, comme il y a une partie qui part en Italie à la rail. oui. Donc ça vous embête parce que ça Vous sera un peu tes plus mains, long. tes mains sont manchants par contre. Voilà. Non, non, pas du tout. Attends, je vais finir ça. Clac. Voilà, Oui. quand tu veux. Oui, si on part, je sais que votre mère est actrice, votre grand-père et votre grand-mère aussi, et votre oncle était Carol Reed, et votre cousin. Mon cousin, oui. Donc vous deviez forcément être actrice. Hmm. Je ne sais pas, parce que c'est plus difficilement avouable quand il y a tant de monde là-dedans, parce que vous ne trouvez pas que vous les ressemblez assez. Je sais que quand j'ai commencé, je n'osais pas vraiment faire la même chose que ma mère, parce que ma mère, bah, elle est là. Elle était d'une beauté flagrante et brune et avait quelque chose de très... une grande classe avec elle. Et je sais que quand je commençais, je n'avais pas tort de me méfier parce que quand j'ai commencé, les gens me disaient du théâtre, me disaient « Ah, vous êtes sa fille, vous la ressemblez pas ». Alors je pensais non, en effet, je ne la ressemble pas. Il y avait toujours des comparaisons. Puis au contraire, je crois que c'est difficile pour les enfants des gens qui sont déjà assez connus dans leur milieu de oser avouer qu'en fait ils veulent faire la même chose. Mais je crois que, oui, déjà à 12 ans, je, je, j'avais l'impression d'être suivie par une caméra ou par quelqu'un. Et, et quand je faisais des choses, même à 18, j'avais l'impression d'être dédoublée tout le temps. Et c'était assez excitant et assez dangereux, parce que mon double pouvait faire des choses assez osées. Mais c'était toujours une idée, mais beaucoup plus de cinéma, beaucoup plus. Le théâtre m'a toujours terrifiée. Toute l'odeur des planches, des termes spéciaux, cette idée de culte m'a toujours fait peur parce que ma mère était dedans et parce que je trouvais donc que j'étais obligatoirement exclue. Mais c'est vrai que c'est normal que génétiquement, je trouve, c'est normal, c'est comme si on a des yeux bleus ou une bouche comme ça ou une certaine forme de jambes ou de cou. Pourquoi on n'aurait pas aussi un degré de hystérie ou de comportement d'actrice? Et c'est vraiment de le côté de ma mère, sa mère était actrice, son père était acteur. Je crois aussi que sa mère était également actrice. Ils avaient une troupe. C'était des gens bien plus pleins d'aventures que moi. Et d'ailleurs, ma mère est bien plus pleine d'aventures que moi aussi, parce qu'elle continue. Le théâtre, il y a un côté troupe bien plus osé, vraiment. Elle est là, quel âge elle a? Je ne dirais pas, tellement ça semble dérisoire. Mais une vieille base sur la tête, elle se maquille n'importe comment elle-même. Une fois, j'ai vu laver ses cheveux avec du liquide pour la vaisselle. Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais? C'est donc une importance de toute façon, mes cheveux sont comme un Brillo pad. Il y a une exclusion totale, curieusement, de tout ce qui est esthétique et belle. Elle qui l'est tellement. Alors, je trouvais ça bien plus drôle que nous. Et quand elle est venue me voir sur le Rivette, elle était sur le pelouse, elle admirait tout ça. Elle m'a dit, ah oui, et tu dors donc dans cette maison, ça te gêne pas de m'amener à Paris après le tournage? Je dis, mais maman, je dors pas dans cette maison. Je l'avais montré ma chambre couchée. Je dis, ah, je pensais que ça faisait partie de cette rêve dans lequel vous vous trouvez. Et elle était plus culottée que moi. Mais de côté de mon père, c'est plus curieux parce que lui, il est d'une famille son père avait une compagnie de dentelle de nord d'Angleterre. Ils étaient assez bourgeois. Sa mère, le père de sa mère était une clergyman. Alors là, tout le côté loufoque. Il changeait les têtes sur les animaux, il disait en dessous, il marquait telles sont les merveilles de le bon Dieu. Il était, il était très excentrique. Et toutes les excentricités de cette famille à lui m'a toujours beaucoup frappé. J'ai souvent vu mon père assise dans le jardin
dans un bateau qu'il avait dessiné en craie par terre. J'ai dit, tu as acheté un bateau, papa? Et il me dit, non, non, je vois si elle me va. J'ai acheté le catalogue. Et il est comme ça. Il est un personnage vraiment magique qui m'a passionnée toute ma vie. Mais grâce à ses parents, donc absolument non conventionnels, et c'est lui qui avait la cousine qui était épousée à Carol Reed et qui vivait en face de chez nous. Grâce à ces parents-là, on a fait, c'est vrai, à 8 ans, les home movies en Super 8, où mes parents nous photographiaient dès notre naissance avec insistance, et puis inventaient les histoires pour nous. Et puis ma mère, malgré qu'elle ne faisait pas le cinéma, elle voulait nous mettre en scène. Ils sont très généreux. Et après, c'est évident que mon frère a fait un film avec moi, qu'il a fourgué à son école d'ailleurs, en fait, on payait des entrées avec moi comme son actrice. Et lui, il est devenu écrivain et metteur en scène. Et moi, je suis devenue actrice. Sans oublier ma petite sœur qui est dessinatrice et artiste de sa manière. Ça, oui. Et je crois que Charlotte continuera. Et je crois que Kate, ma haute fille, va certainement aller dans cette direction aussi. Dans quel chemin exactement? Je ne sais pas, parce qu'elle met en valeur les autres, elle. Elle est très exceptionnelle. Charlotte vous demande des conseils sur une stratégie pour une carrière? Pas du tout. Non, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Ce que je trouve formidable dans la carrière de Charlotte, c'est que on a pu lui saisir à 12 ans. Et après ça va. J'étais heureux d'avoir un témoignage d'elle à 12 ans. Parce qu'après ça va changer. Elle va aller dans les campements des filles. Tout ça va pousser, ça change. Et je crois que son mystère, qui est profond, va continuer. Mais j'étais contente qu'il aurait témoignage de ce moment-là. Comme moi, dans mes movies de Super 8. Mais elle, c'est professionnel. Et je crois qu'elle a un visage où, en regardant ses yeux à elle, on se dit, je veux connaître davantage de cet enfant-là. Elle n'a pas tout dit. Et elle a un grand mystère qui va avec elle. Et ma fille Kate, elle a toujours mis en scène Charlotte, mais à un tel degré que je me demande si elle aussi n'aimerait pas faire ça peut-être, et elle ferait très bien. Mais elle est dessinatrice des costumes, et elle a trouvé son truc aussi. Je suis contente qu'ils trouvent des choses qu'ils aiment faire vraiment, parce que j'ai une telle chance de faire en fait ce que j'adore faire. Oui. C'est inouï comme chance. Ça a l'air con de dire ça comme ça, mais une fois quand j'engueulais pauvre Kate parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école, j'ai dit regarde-moi, comme on fait toujours, comme si on était formidable. J'ai dit je vous garde et puis j'y vais pour le cinéma, je fais mon travail et je fais mes responsabilités et je travaille jusqu'aux 2 heures du matin, je m'en plains pas. Elle dit oui, mais toi tu aimes ce que tu fais. Elle avait raison et c'est le secret, bien sûr. On peut me demander de faire ça toute la nuit. Mais on peut concilier une vie de famille et une vie professionnelle. Oh, je crois qu'on rate terriblement les choses tout le temps, de toute façon. Je suis sûre que ma petite sœur, justement, a 2 enfants où elle est maman tout le temps. Je suis sûre pour ces petits garçons-là, c'est magique d'avoir ma sœur comme mère. Moi, j'ai eu une mère qui travaillait, donc je suis admirative d'elle, peut-être encore plus maintenant que je sais tout ce qu'elle a fait, plus que quand j'étais enfant et je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Je crois que l'important, c'est que tu fais ce que tu as envie. Le pire, c'est d'être une maman frustrée. Alors, je sais que si je ne faisais pas ça, je serais certainement plus triste. Alors, on fait de mieux ce qu'on peut, mais certainement, on dit toujours qu'on a concilié ça comme si on a réussi. Et je crois que... Non, je ne crois pas que je suis réussie d'être la maman que j'aurais voulu être, voilà. Pas vraiment. Mais je fais des choses excessivement, j'essaie de me faire pardonner par eux. Excessivement, comme on fait toujours avec une certaine culpabilité. Mais peut-être aussi c'était rigolo. Heureusement, ils ont un sens d'humour, hein, mes enfants. Heureusement, ça, je suis gâtée. Et une fois, quand j'avais un lamentable
film qui sortait sur les Champs-Élysées où j'étais absolument certain que ça ne sortirait pas en France. Enfin, j'étais consternée de le voir sortir au Georges V. J'ai dit, ah, quelle merde, ça sort mon film. J'étais sûre que ça ne sortira pas. Elle a dit, oh, si c'est si mauvais que ça va partir. Logique de 5 ans, c'était parti, en effet. Elle avait parfaitement raison. C'est eux qui vous gardent par terre, sur terre. Mais là, vous avez dit que le théâtre vous a toujours terrifié. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris de vous jeter à l'eau brusquement dans cette pièce de Marivaux? Chéreau, je n'aurais pas fait sinon. Je n'aurais jamais osé sinon. C'est une... Quand il m'a proposé quelque chose, je pensais, ah, formidable, ça va être un film. Je pensais que ça était une sorte de femme blessée. Et comme j'avais admiré tant son film, et puis j'ai vu que c'était une pièce de théâtre, et puis il me parlait longuement avant que j'ai lu le scénario. Et puis, c'est sa personne qui m'a séduite. Je crois que je n'ai rarement vu quelqu'un qui a un charme si certain que lui. Alors il m'a convaincue que je pouvais le faire quand il était là. Quand il partait, j'étais moins sûre. Et puis pas sûre du tout. Et puis il revenait, j'étais de nouveau un peu convaincue. Et finalement, j'ai pensé, mais pourquoi je fais des tours comme ça? J'admire quelques personnes et il en fait partie de ceux avec lesquels j'avais vraiment envie de travailler. Alors, si ça doit passer par une pièce dont j'aurais jamais imaginé de faire partie, qui est Marivaux, peut-être lui voit pourquoi. Je fais confiance à lui. Et puis il m'a dit une chose qui est très juste, je n'ai pas le rôle principal, j'ai le rôle de la comtesse. C'est Laurence qui a le rôle de le chevalier, qui est un rôle terriblement compliqué et costaud et difficile. Et il y a Piccoli qui règne une sorte de confiance pour moi parce que je le connais, parce qu'il est intéressé dans le total des choses et il plane une sorte de bienséance surtout. Il est toujours comme ça. Et puis moi, je joue avec Didier Sandre, qui est un acteur de théâtre qui a rendu ce rôle-là bien émouvante. Alors, bref, pour dire que je ne suis pas seule et je ne suis pas le costaud de l'affaire. C'est Chéreau qui est très très costaud, par contre, j'ai réalisé à fur et à mesure. C'est très reposant de savoir qu'on a quelqu'un qui a l'air de savoir comment résoudre des problèmes. Et il a l'air, et en vue de répétition, 2 jours après, il a vu qu'est-ce qu'il faut rectifier. Et si jamais tu fais quelque chose de bien, et toi tu t'en souviens plus de ce que c'était, ou même si c'était bien, lui il l'a repéré. Alors on sent qu'on est dans les bras de quelqu'un qui ne vous lâche pas. D'ailleurs, il m'avait dit au départ, je lui ai dit, d'accord, je le fais, mais ne va pas loin, s'il te plaît, ne va pas loin. Et il m'a dit, mais je suis toujours là. Et c'est vrai, je crois qu'il est un des rares maîtres en scène qui n'est pas seulement là, évidemment, jusqu'aux premières de son spectacle, mais il est là pour toutes les performances, tout le temps. Alors, moi j'ai besoin de ça parce que en fait, je veux lui plaire. Je veux lui prouver qu'il avait raison de prendre le risque, le péril de me prendre moi qui était si incertaine. Et je veux prouver aussi aux autres acteurs qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont laissé des notes en me disant que c'était bien. C'est quand même gentil parce que je n'imaginais pas ça. Et on se connaît maintenant, 3 mois. C'est très différent du cinéma. Même si je meurs demain, je ne regrette pas d'avoir eu ces 3 mois avec eux. Parce que c'était très nouveau et très enrichissant de voir eux aussi. Et leur façon de vouloir vraiment savoir tout sur leur personnage parce qu'après ils vont être seuls. Alors ça c'était une chose que je ne réalisais pas. Je les admire beaucoup. Moi, je parle comme si je vais faire ça juste une fois, et je crois que c'est vrai. Mais eux, ils vont continuer de le faire, alors j'admire ça beaucoup. Et puis, Chéreau a un enthousiasme et une énergie interminable
pour vous nourrir de les détails de votre personnage. De trouver le côté caché de la lune de tous ces personnages-là. Alors, où ça vous semblait que ça soit juste ça, juste la jalousie, ou juste la rigolade, ils disent quand même, d'accord. Par exemple, pour Didier, Sandre, quand il voit que je suis dans les bras de le chevalier, qui est pourtant son plan, c'est le plan de Marivaux, que ça se passe comme ça, il dit c'est plus intéressant que ça te fait pas tant plaisir que ça. Ça te fait plaisir, mais pas tant que ça. Que ça soit les deux choses. Et avec moi, il m'avait dit une fois, j'avais une attente qui est toujours un peu embarrassante à faire, il a dit, attends en bas, comme si tu attendais quelqu'un qui sort de l'immeuble depuis des heures et des heures. Et puis au petit matin, cette personne sort et toutes les bonnes choses que tu t'es dit, que tu allais dire en rupture, fout le camp quand tu le vois. Alors tu continues de les dire, mais sans aucune conviction. Et c'est tellement vrai. Il pense toujours le moment humain où ça t'a pu arriver. Et même si tu n'as pas vécu, et normalement, probablement tu l'as vécu, il rend ça humain. Alors tout ce dialogue de Marivaux qui m'a semblé terriblement sophistiqué et lointaine a devenu touchable, Oui. grâce à ces comparaisons qu'il fait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais vous, à un moment, ça n'a jamais été un défi pour prouver au reste de la profession que vous pouviez le faire? Pour le reste de la terre, non. Non. Non, je veux vraiment plaire à lui et de plaire à les acteurs autour de lui. Mais dans les cahiers du cinéma, vous aviez dit que c'était fatigant de vouloir plaire tous les jours. Oui, mais je ne vois pas ce qu'il me reste. J'aimerais... Maintenant que j'ai décidé de le faire, je ne veux pas le laisser tomber, voilà. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit fier de moi, content de moi, qu'il n'avait pas tort. Pour le reste, si les gens trouvent que j'ai... Parce que certainement, ils vont trouver peut-être que c'est du culot de toucher au Marivaux, qu'avec mon accent, avec le... Je sais pas. Certainement, ils vont avoir des réticences. Mais lui, il avait pensé qu'une certaine chose est possible. Je veux qu'il a raison pour lui. Après ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. On essaie pourtant. Hein. Je dis tout ça et puis parfois je pense le contraire. Je sais que c'est comme des voyages de taxi de 15 francs. Tu veux lui convaincre d'être contre la peine de mort. Bah, c'est ridicule de convaincre quelqu'un qui a eu une idée dans sa tête depuis 20 ans. Tu penses que pour un voyage de 15 francs que tu vas changer son avis. Mais tu penses que tu peux. Et je crois que tu peux, au moins. Oui, oui. Alors je ne sais pas. Il y a aussi... J'ai fait certaines choses par défi dans ma vie, c'est certain, parce que je crois que j'ai fait Dust, le film que j'ai fait avec Marion Hansel. Je l'ai fait après Cannes. Ça, c'était une réaction post-Cannes. Et anglais. Je voulais faire quelque chose avec Trevor Howard et j'en avais un peu marre que les Anglais disaient, comme ils avaient dit pour La Pirate, dans cette trio un peu douteuse, se trouve bien sûr au milieu notre héroïne nationale. J'ai trouvé ça un peu sarcastique. Et je voulais prouver que mes parents, que eux sont têtus de dire toute leur vie, mais elle est bien, elle est en train de faire des choses bien en France. J'avais envie de pouvoir leur fournir la preuve qu'il y a des gens qui vous trouvent bien parfois. Mais vous arrivez à alterner, passer d'un Zidi à un Rivette, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'actrices. Oh, mais tout le monde est comme ça. Ce qui manque, c'est la demande. Moi, j'ai du pot parce qu'on me demande de faire les grosses têtes et puis et ça m'équilibre parce que de pouvoir rigoler très souvent dans les situations tragiques d'ailleurs. Combien de fois on était emmené en hôpital et, sur une brancard et tu es obligé de descendre de ton brancard parce que tes pieds sont trop grands et tu rentres pas dans l'ascenseur. C'est des trucs qui arrivent. Ça me semble que
c'est des mélanges à la Billy Wilder. Tous les jours, tu commences déprimé, à déjeuner, tu commences de rigoler, il y a un croche-patte vers l'heure du thé, et puis vers minuit, tu te marres. Il y a tout ça dans tout le monde. Ce qui est difficile, c'est que tu es catégorisé par ton emploi jusque-là. Alors moi, j'ai eu Dupont, j'ai eu Zidi, et puis j'ai eu Serge qui me demande Je t'aime moi non plus, et qui me fait chanter des chansons un petit peu nostalgiques et très à mon mesure parce qu'il me connaissait. Et puis le film de Kazan qui n'était pas une comédie. Et puis des gens ont vu donc qu'il y avait un côté un peu plus triste, et puis il y avait un petit peu de Deville et un petit peu de Terrier dans Projection Privée. J'ai été assez gâtée parce qu'on m'a beaucoup moins catégorisée qu'on veut bien le dire. En fait, j'ai eu plein de petites chances, que les chances n'ont pas toujours accroché au public et que ça faisait des bides. Donc, on ne vous demandait plus cette chose comme cette mort sur ordonnance. Je pensais, bon, ben, ça y est, maintenant, on va me demander des choses graves. Ce n'était pas le cas. Mais on m'a demandé de faire cette mort sur ordonnance. C'était quand même une chance. Et quand on m'a demandé de faire la fille prodigue, combien d'actrices auraient bien voulu être finalement l'enfant nu qu'on est à 12 ans, de revenir à ça à 35. Moi, je crois que c'est ça ma chance. Alors après ça, bon, le fille prodigue n'était pas un succès. J'ai pu retourner sur une comédie parce que le film de Michel Blanc, on a voulu de moi. Ça, c'était une chance. Et puis, en avalant La fille prodigue, j'étais demandé de faire Dust. J'aurais pas fait La fille prodigue, j'aurais pas fait Dust. Et entre-temps, Rivette, qui m'aimait depuis assez longtemps, m'avait demandé de faire son film à lui. Et vous ne pouviez pas, je crois. Mais je pouvais pas tout de suite parce que je voulais faire une comédie. Parce que, en fait, j'aime bien rigoler. J'adorais ça. En plus, le tournage de Circulaire, il n'y a rien à voir. J'ai rigolé beaucoup, et les films de Zidi aussi, et c'était des choses que j'avais un tout petit peu, j'avais oublié comme c'était drôle, comme j'avais une copine que j'adorais et que je n'avais plus. J'avais oublié cette rigolade qu'on faisait ensemble. Et voilà, je suis retournée sur des comédies drôles, ça me manquait beaucoup. C'est formidable d'être sur les plages et puis les enfants viennent et tout d'un coup tu sens plus le soleil sur tes jambes vertes, tu sens plus rien, et c'est les enfants parce qu'ils t'ont vu dans une Zidi. Et ça c'est magique d'entendre les gens rigoler. Alors j'ai un vertige pour faire des programmes drôles sur la télévision ou des grosses têtes j'adore ça. J'aimerais pouvoir faire tout ça dans un seul film. Ça, je pense que ça serait très gai et très réel surtout. Très vrai, que ça peut être terriblement drôle et terriblement triste. Je suis sûre que c'est possible. Vous avez 2 secondes, on change de batterie. Préférence. C'est un besoin parfois parce que c'est un peu comme d'arrêter de fumer. Moi, je ne peux pas fumer 4 cigarettes l'après-midi. Alors c'est un paquet de cigarettes ou 2 paquets de cigarettes ou rien du tout. Je peux faire autant rien du tout parce que de limiter, je trouve ça très difficile. Je crois qu'il faut avoir un caractère très, très fort pour pouvoir doser des choses et de réduire. Alors, comme je sais que je ne peux pas faire ça, carrément au couvent, alors. Alors, les comédies, c'est un peu pareil. Soit je fais des franches comédies, ou je me jette dans les drames de bon cœur parce que c'est vous aussi. Et c'est soulageant. Et je crois probablement que je suis un peu au milieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas vraiment, non. Non, en fait, c'est exactement ça dans le même film. C'est ce que je t'ai dit. Non. Mais par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de votre accent anglais. Mm. Ce personnage de femme-enfant et d'accent anglais, ça a été une étiquette lourde à porter pendant des années ou pas Mais tellement? c'est pas lourd. C'est seulement lourd si tu portes, si tu ignores que tu portes. C'est pas lourd du tout. Non, j'ai rendu compte à quel point je parlais mal le français avec La fille prodigue. Je ne réalisais pas à ce point avant. Et maintenant, avec Marivaux, je le réalise vraiment. Alors là, j'étais un garçon
adorable. Baptiste, qui joue dans la pièce, qui est un acteur, Roussillon, qui me donne des leçons. Et avant, c'était Claude, le premier assistant de Patrice, et qui est également metteur en scène, qui me donnait les leçons, parce que moi, je savais qu'il allait y avoir un problème. Je crois que Chéreau ne réalisait pas à ce point. Je crois qu'au départ, il disait, c'est un faux problème. Et puis, quand il a entendu la première lecture, je crois qu'il a trouvé que ce n'était pas si mauvais comme idée d'avoir ce coach. Et j'en ai besoin. Parce qu'il y a des airs qui sont difficiles pour moi. D'autant plus difficiles que ça fait 15 ans que je fais comme ça. Et je ne savais pas où se trouver les problèmes des unes et des uns. Bon, c'est pas très difficile quand tu as un texte à apprendre. Tu apprends le texte, mais dès que je suis laissée à moi, là, je suis carrément plus français. C'est ça le problème. C'est très gênant pour Marivaux. Pour Marivaux, Oui. c'est un peu gênant, mais il ne veut pas enlever mon accent. Il veut juste qu'avec un langage aussi châtié, ça serait encore plus choquant que tu te trompes de verbe, enfin de terminaison. Mais à ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas fait Peter Pan avec lui comme vous deviez le faire? Je crois qu'il n'était pas assez vite passé d'idée-là. Je ne l'ai pas demandé, alors je ne sais pas. J'avais une idée de ça, oui. Et en regardant Piccoli l'autre jour, je l'avais de nouveau parce que je me trouvais plus haut que lui, parce que j'étais sur la pente. Tout d'un coup, je pensais, ah, si seulement... En plus, il m'a foutu une musique. Alors, tout d'un coup, j'ai pensé, merde, si j'avais des ailes là, ça aurait été beau. Ah, je pensais, ah, c'est Peter Pan après tout. Je reviendrai toujours sur mon Peter Pan, ça c'est sûr. C'est une vieille espérance. Il faut qu'il se magne, hein, parce que j'ai mal au dos. Il faut voler. Tout à l'heure, vous parliez des films qui marchaient plus ou moins bien. Oui. Par exemple, quand un film ne marche pas, vous vous sentez tout de suite responsable ou solidaire du reste de... Alors là, j'étais absolument non... Je me sentais jamais coupable. Jusqu'il y a quelques années, c'est Michel Blanc qui m'a donné la trouille de ce qu'il fallait marcher ou pas et si ça allait avoir une influence sur le futur. Alors là, quand j'ai vu son angoisse à lui, j'ai pensé, merde, c'est peut-être vrai pour moi aussi. Et je regardais des entrées pour circuler et rien à voir dans un café avec lui, avec des enfants, absolument terrifiée. Tandis qu'avant, je n'ai jamais pensé à ça. Je pensais que c'était bon, alors il y avait des malentendus parfois, pas très grave. Maintenant, si vous êtes content de quelque chose et personne n'y va, tu es quand même désolé. Avec La Fille prodigue, quand c'est sorti, et puis en plus on avait parlé de Cannes, on avait parlé de des choses plutôt excitantes là-dessus, et tout d'un coup c'est sorti plus vite que Cannes, et puis c'est parti, c'était fini, c'était comme un enfant mort-né. Tu dis merde, donne-lui de l'oxygène, enlève pas les tuyaux, ils ont enlevé des salles, boum. Comme souvent dans ce genre de situation, on a donné beaucoup de salles et puis ça n'a pas marché tout de suite et on a enlevé très vite. Oui. C'est le sort de beaucoup de films. Même celui de Rivette aussi. Pareil, Oui. c'est ce sort de film où tu dis c'est dommage qu'il n'y a pas juste une cinéma qui le garderait un an, comme dans le temps. Romer voulait ça, je crois. Oui, Oui, mais peut-être il faut se cotiser et trouver un cinéma où on peut avoir 3 mini-salles et de garder ça tout un an. Il y a des films comme ça. Mais je n'ai pas d'angoisse de longue durée sur La Fille prodigue parce que je sais qu'elle reviendra. Et je sais que c'est éphémère parfois, les gloires de l'instant, comme certains films qui marchent énormément et que tu sais que c'est quelque chose qui durera peut-être pas... Ça ne retournerait pas dans un cinéma club 15 ans après. Les comédies, c'est important que ça marche tout de suite parce que c'est à manger chaud. Il y a quelque chose d'urgent dans une comédie. Avec des drames, on a l'impression qu'il reviendra peut-être, j'espère. C'est tellement de travail. C'est pour ça que de plus en plus, j'ai du mal à critiquer même mes propres films et certainement ceux des autres parce que c'est 1 an de travail pour le mettre en scène, pour les écrivains, pour monter ça, pour trouver de l'argent, pour supplier en avance sur recette, pour monter tout ça, après ça avec des techniciens qui travaillent. Bien sûr, tout le monde travaille et nous, on a la chance de travailler une chose qu'on aime, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils travaillent? Après ça, les monteuses qui travaillent toute la nuit pour que le film sorte, etc. Et puis, quelques mauvaises critiques et c'est parti. Ou des salles, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, ça tuait quand même.
Mais par C'est exemple, quand même toute une énergie. Et les gens ont cru parce que tu crois dans les choses que tu fais. Tu crois toujours. Et ça fait de la peine, oui, quand les gens ne le voient pas. mais une mauvaise Bien. critique ou une critique de mauvaise foi comme sur La Pirate, ça vous rend furieuse ou... Euh, J'aimerais pouvoir être comme Piccoli et ne pas les lire. De considérer que ça existe, mais que ça ne vous concerne pas parce que vous êtes très sûr de, de ce que vous faites, de ce qui est bon, de ce qui est profondément l'essentiel. Et je suis sûre que de faire des films avec les gens que vous aimez et que vous respectez, avec des acteurs que vous respectez, c'est vrai que c'est le plus important. Moi, je les lis, et s'ils peuvent être blessantes, et ils peuvent, c'est parce que quand ils disent là, elle est ça et ça, je pense, merde, oui, ils ont raison, ils ont peut-être raison, en somme, pour moi, quand c'est une critique pour vous. Alors, si vous êtes un peu insécure et en plus ils disent que vous êtes mauvaise, bah oui, c'est très déprimant parce que ça peut être le cas. Et si tu es très sûr de toi, tu dis, bah, ils sont idiots, ils m'ont mal compris. Si tu peux pas vraiment dire ça, c'est... Mais tu crois pas que j'ai pas eu des fléchettes très personnelles que je m'en souvienne. J'ai eu des encouragements du début, je dois dire. Quand tu es remarqué pour la première fois dans une critique, ça fait plaisir. Mais par exemple, cette nomination pour les Césars, c'est... Ça fait plaisir. Oui, c'est tout. Enfin, Ah non, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est chaleureux, parce que tu sens que c'est les gens de ton métier que tu as fait depuis longtemps, 15 ans, et que tu les as toujours admirés. Tu étais toujours dans la position de les admirer. Et plutôt de donner des prix, d'ailleurs, à eux, et que c'était gai. De tout d'un coup te trouver dans le camp où eux vous trouvent bien, c'est chaleureux. mais ça ne Voilà, changera c'est rien dans votre chaleureux. carrière. Ça, Le fait de l'obtenir, je veux dire. mais ça, je ne rends pas compte, mais je crois surtout qu'il faut admettre que bah là, je suis dans très bonne compagnie, je trouve. Que c'est une année particulièrement jolie de compagnie, que si c'est Azema ou si c'est qui est si bien, si c'est Caprisky qui est si révélatrice de quelque chose d'excitant, si c'est Marouchka, c'est la pirate encore. Si c'est Laure Marsac, c'est la pirate encore. Si c'est Caroline Cellier, si c'est bon, Pascal Augier, sa performance c'est un bijou. Tu regardes le film et tu dis ça, c'est une petite perfection, ça. C'est trop joli. Alors, la compagnie est quelque chose de, quand même, de drôlement gai. Alors, de gagner au-dessus d'un de celles-là, ça fait plaisir parce que ça tire l'attention sur le film qui vous a mis en valeur. Et quelque part, tu es toujours content Toujours parce que je n'ai jamais rien gagné, surtout. Alors, c'est une chose que je ne connais pas. Le prix du... Je suis Charles certes... Prost, je crois. Ça, c'était ma première prix et j'étais vraiment contente. J'étais contente pour Serge aussi parce que on avait fait une chose et en plus, les gens ont aimé ça. En plus, ça, c'est un disque d'or la semaine prochaine et en plus, ça a vendu. Bah, on est content parce que vous êtes suivis alors. Sur votre route, vous êtes suivis. Mais ce que je voulais dire sur les Césars, c'est qu'il y a plein d'autres films qui ne sont pas cités dans les meilleurs films de l'année. Et c'est parce que c'est les films qui n'ont pas assez bien marché. Il faut être vu par un minimum de gens quand même. Oui. Alors, dans ces prix-là, il y a toujours des injustices de popularité, tout ça joue dedans. Donc, ça fait terriblement plaisir, mais ça ne peut pas être totalement juste. Ça ne peut pas être totalement juste, parce que sinon, pourquoi il n'y a pas ce petit bijou de film-là qui n'était pas vu du tout? Pourquoi il n'y a pas un tel qui aurait peut-être mérité cette année
plus qu'un autre. Et c'est jamais mais ça fait partie de le truc. C'est comme des Oscars. Ça fait partie de le tout. J'étais contente de voir les Zidi. Ça m'a bien plu. Une revanche. Oui, c'est gay. Ça veut dire que les gens de la profession avaient trouvé bien sa place et que les comédies, Michel Blanc aussi pour son premier film, c'est des bonnes choses. Je crois qu'on est toujours content d'être un peu admiré par les gens qu'on admire, voilà. Je crois que ça se résume à ça. Et si je change totalement de... S'il te plaît, change totalement de sujet. Vous avez J'aurais déclaré ravi. 2 fois cette année, vous avez parlé de la panique des 40 ans qui arrivent. Comment qu'on peut résumer ça? Ah, je parlais de ça? Oui. Non, je crois que j'ai peut-être parlé de ça, mais c'était peut-être aussi parce que peut-être je tirais des comparaisons de quand on est très très jeune et on n'a pas encore commencé de suivre les modes de les gens que tu admires. Et moi, je suis très admirative, plutôt des actrices d'ailleurs. Quand je vois, je sais pas, j'ai emmené Télérama près de mon lit, j'ai lu sur Fanny Ardant et j'aurais eu une bouteille de teinture ce soir-là, j'aurais essayé de la ressembler. J'ai cette faiblesse en moi de vouloir imiter les gens que j'aime, très souvent. Alors, quand j'étais mariée, je trouvais une photo d'une fille qui avait des cheveux blonds et qui était si belle dans un tiroir de mon mari. J'ai teint des cheveux en blonde, ça m'allait pas pourtant, mais je trouvais qu'elle était jolie. Alors ça, je suis influençable. Merde, j'ai oublié ton question. Peu importe. Ça fait que... Mais qu'est-ce que tu disais donc? Pourquoi je suis partie là? Ah, j'ai des déroutes dans la tête. On peut abandonner. On était parti sur la panique des 40 ans, mais on peut la laisser de côté. Ah non, 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 non. Alors, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'était alors, avant que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, avant que tu essaies de suivre un mode ou un autre. Et dans mon cas précis, c'était les modes de 1960 et 70 qui étaient des modes, des bananes, des cheveux, c'était des années très modes. Avant ça, à 12, 13, 14, 15 ans, tu n'as pas encore tu es juste toi et tu es capté juste toi. Tu n'as pas encore pensé à finalement des solutions qui est de se rendre plus agréable. Tu changes un peu avec un maquillage, avec une façon. Et je suppose que finalement, je suis revenue un peu à ça. J'ai enlevé un peu petit à petit des trucs pour voir si ça tient encore. Et alors, vers 40, c'est un peu revenu comme... Je vais enlever tout ça et voir si ça marche sans vouloir être jolie. Tu comprends? Je m'explique très très mal. Hein. Mais c'est une panique parce que tu ne ferais plus marche arrière et tu vas être plus jamais ce que tu étais avant, de toute façon. Ça, le nature vous a projeté dans autre chose. Bon, à 12 ans, tu as des seins qui poussent, tu deviens une fille. Ça te trahit dans une certaine façon, comme l'ambiguïté de Nadia Comaneci, qui était ni garçon ni fille, qui avait quelque chose de féerique en elle, qui était justement que c'était, comme était marqué pour Lou sur mon passeport, her status is not yet determined. Ton statut n'est pas encore déterminé, ton sexe n'est pas encore déterminé. C'est un très bel moment parce que c'est magique, parce que comme les petits garçons qui chantent haut, ça va changer. Alors leur voix haut est plus magique qu'une voix de fille haut, parce que c'est éphémère. Et 40 ans, je crois que ça tangue vers encore autre chose, sans pouvoir imiter de ce que tu étais avant. Mais c'est un passage beaucoup plus facile pour un acteur masculin. C'est-à-dire, Samy Frey, les rides dans le dernier film de Doyon, tout le monde trouve ça charmant. Je sais que Sylvie Vartan avait dit, quand Johnny Hallyday donne un récital et qu'il transpire sur scène, les gens applaudissent.
Et si ça m'arrive, les gens vont me cracher dessus. C'est plus facile. Écoute, je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai toujours eu une fascination d'une certaine sorte de femme qui n'avait pas tellement d'âge. C'était une séduction qui était bien plus importante que leur âge et ils n'étaient pas forcément très très jeunes. Peut-être... C'est une vacherie de questions parce qu'en fait, je suis la première pour me jeter sur des pots de crème anti-rides, tous ces trucs-là parce que il y a des rides et des rides. Il y a des rides autour de la bouche, je veux pas cela. Il y a parce que les gens disent, vous avez des rides que vous méritez. Ben non, il y a certaines que vous méritez pas tout de même. Mais il y a des rides d'expression, des rides. Ils nous harcèlent avec leurs rides. Tu es mise en condition d'avoir peur d'elles. Il y a même une publicité formidable qui dit même si tu n'en as pas maintenant, tu en auras. Alors, il n'est pas trop tôt pour commencer. Alors, je crois qu'il faut oublier un peu ça, si on peut oublier et rappeler. Et je crois que je crois qu'on a peur de perdre son séduction. Ça, c'est certain. Ça serait un mensonge de dire le contraire, pour moi en tout cas. Le jour que je sentirais que ça s'est perdu, ça doit faire peur. Mais j'aime les femmes rigolos. Alors, Shirley MacLaine me fait rigoler beaucoup, je ne connais pas son âge. Non. Je crois que le pire, c'est d'être une sorte de vieille conserve, tu sais, comme une cornichon. Tout est là, en effet, mais pourquoi? Je crois que je peux faire autant que ça, qu'on ouvre le bocal un peu pour que ça bouge un peu. J'aime pas les conserves non plus. Oh, j'aime pas beaucoup ces questions. Tu peux le sauter au montage? Oui. Parce que j'ai répondu très mal. Je suis persuadée que c'est très bien. Vous pouvez l'écouter avant qu'on fasse. Je crois que j'ai répondu très mal parce qu'il y a deux batailles dans ma tête. Il y a une qui dit « Merde, les seins qui tombent, c'est quand même pas très joli. » Il y a une autre chose qui me dit « Moi, j'aime les seins qui tombent. Je trouve ça touchant. Qui tombe un peu, je trouve ça joli. J'aime cette courbe-là assez, finalement. J'aime tous les seins hautaines et arrogantes de 12 ans, 13 ans. Chez certaines filles, comme de petites pommes. Ça, je trouve ça très, très joli. Et puis quelque chose de fané, je trouve ça joli aussi, chez des femmes. Et alors, je n'ai pas, a priori, et je n'ai pas de racisme vis-à-vis de l'âge parce que je me suis trouvée très, très séduite par quelqu'un un jour et je crois qu'elle avait 50 ans. Facile. Elle était tellement drôle, je voulais être que dans son compagnie. Et j'étais flattée d'être dans sa compagnie parce que j'avais de la chance d'être dans sa compagnie. Et les autres étaient envieuses que je sois dans sa compagnie. Et elle était la femme avec laquelle j'aurais aimé être sur une île déserte parce qu'on aurait rigolé sur le manque de bananes et des fruits frais. Il y a des gens que tu as envie juste d'être coincé avec parce qu'ils te font rire. En fait, j'aime les gens qui font rire. Alors ça n'a pas d'âge, vraiment. Merci. Toi, Mogi, s'il te plaît, aide-nous. Voilà. Comme ça, on coupe des bêtises de ta mère. Il a comme des lèvres en caoutchouc. C'est un peu dégueulasse, hein, regarde. Tu baves. Ça va, vous savez, bon, enfin, je sais pas si c'était très bien. Moi, je n'ai pas parlé, quand je voulais parler des rides, je vous aurais jamais parlé des rides, je parlais de la question. De la conception, oui, je comprends oui, bien. c'était absolument pas une question, mais l'histoire des 40 ans, c'était vous qui en avez parlé. Donc. Bah alors, si j'en ai parlé, c'est certainement que ça m'a fait peur. Oui, bon, mais... Ou que j'ai parlé tellement pour prouver que je n'avais pas peur qu'il montrait qu'en fait j'en avais. Que toujours qu'on dit une chose pour en entendre une autre. Et il n'y a pas une personne dans une personne. Il y en a deux qui se bataillent ou... Rapidement, c'est-à-dire entre la course à l'échalote et même, le comte ou le garde du corps. Ouais. D'un seul coup de se retrouver avec un fils de 18 ans. Ceci dit, j'étais étonnée qu'il soit aussi grand. Hein.
Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je ne peux pas lui prendre sur mes genoux, tu sais, parce que je ne l'avais pas vu. Et puis quand je l'ai vu, je pensais, merde, alors il va me les écraser, celui-là, il est vachement grand. Mais non, je trouve ça amusant parce que j'ai une fille de cet âge-là. Alors pourquoi je n'aurais des... Ça fait des vies bizarres d'avoir eu des enfants, à cet âge-là. Ça fait des rapports qui vous vieillit pas forcément. C'est pas que c'est gai d'avoir un grand enfant comme ça et de le trouver plutôt séduisant. Non, c'est... Oui, il y a des gens qui font un peu gaffe à ça. Moi, Huppert, je sais que c'est l'obsession d'Isabelle Huppert. oui, mais je n'ai pas, en fait, j'ai accepté le rôle, je savais qu'il avait 18 ans et j'ai dit oui. Je peux aussi prétendre que j'ai eu Kate à 15 ans. Physiquement, dans mon cas, ce n'était pas possible, mais ça aurait pu être. Mais en fait, je l'ai eu à 20. Oui. Tu veux que je laisse le chat tranquille, c'est ça? Non, non. Non, je sais que parce que quand on vous voyait pendant les répétitions ou avant la scène du bal, on vous imaginait plus faisant des blagues ensemble, comme deux copains, qu'une mère et son fils. Oui, mais c'est bien que tu dises ça, c'est drôle. Mais c'est la vie aussi, c'est exactement la fierté que j'ai quand je suis avec ma fille aînée. Bien sûr, je peux juste décider de me coller qu'avec les enfants de 2, 3, 4, 5, 6. Alors, jusqu'au quel âge je peux me les coller? Jusqu'au 6, 10, ça me vieillerait. 15, c'est douteux. Bah, carrément 18, allez hop, c'est plus drôle. Mais c'est plus troublant aussi. Je m'en souviens d'avoir lu un article sur Claudia Cardinali où pendant très longtemps elle avait une fille quand elle était vraiment, elle, je crois, très très jeune. C'est un personnage adorable si jamais tu l'as l'occasion. Elle n'est pas décevante comme fille, elle est vraiment très très bien. Enfin bref, elle avait un enfant, je crois, à 16 ans. Et puis pour la publicité, on disait que c'était son frère. Et l'enfant était éduqué avec l'idée que c'était sa sœur. Et je crois que ça durait très longtemps, jusqu'au moment où un beau jour, on lui a dit « Celle que tu as prenée pour ta sœur, très belle, était en fait ta mère. » Et j'ai trouvé ça magique. Je ne sais pas, peut-être dans la tête, c'est beaucoup plus difficile que ça. Mais j'ai pensé, oh la vache, je serais le fils, je serais si contente d'avoir Claudia Cardinali et de savoir que c'était en fait ma mère, elle que j'ai pris comme sœur. J'avais trouvé ça un conte de fées. Vous croyez que c'est une histoire vraie? Je suis sûre Sûrement. sûre, oui, je crois, hein, je crois. Alors, il ne faut pas exagérer, j'ai pas eu des enfants à 12 ans, moi. À la peine, je vous repose. Quoi, la sur question. Voilà, sur sourd-muet? Comment sur? Sur le sourd-muet? Non. Non, non, pas Ah sur le bah. sourd-muet. Ah. Non, non, sur ce. Disons, Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. le côté panier d'osier, tout ça que vous avez. Ah. Alors, pose-moi la question parce que je suis mieux quand je rebondisse contre une C'est idée. ça. Si c'était une compagnie plus lourde ou plus difficile à porter, ces années avec Gainsbourg et ce côté Pygmalion, disons pendant longtemps vous ne la considérez pas la chose de Gainsbourg, mais Non, loin de là. Parce que quand il m'a connue, j'étais quelqu'un qui avait absolument aucune confiance en elle. Mais aucune, et plutôt un échec privé. Qui fait que le fait que lui me trouvait jolie, j'avais trouvé ça sidérante. Que lui, il voulait me voir nue dans les magazines et qu'il trouvait ça beau, j'étais que flattée. Finalement, j'y crois pas du tout à les participations non consentantes de quelqu'un. Je crois que j'ai voulu être vue par quelqu'un et j'étais vue par exactement la personne qu'il fallait et qui cherchait quelqu'un à travers lequel il pouvait faire certaines choses, certaines chansons. C'est quelqu'un qui met en scène toutes les personnes qu'il aime. Si c'est très amoureux comme geste. Et on peut être que touché par ça. Parce que tu sais, il découpe les couvertures que tu as toi. Pas contentement pour toi. Il garde les choses de presse
Je sais même maintenant, il m'avait gardé des trucs sur moi que je n'avais pas gardé moi, parce qu'il était content pour moi. Alors c'est une démarche de quelqu'un qui est ravi de le succès de quelqu'un d'autre. Alors, il n'était pas du tout écrasant sur si je fais un autre film, bien au contraire. Il savait que j'étais très instable quand je tournais pas et que c'était beaucoup mieux si je tournais dans la vie, parce que sinon, j'étais trop malheureuse quand je tourne pas. Alors, il a dit, fais ce film-là, où il était d'un avis plutôt de tourner que de ne pas tourner. Et puis, je crois que certaines choses que j'ai fait avec lui, notamment Je t'aime moi non plus, le film, sont parmi les choses les plus jolies qu'on a écrites pour quelqu'un. Le dernier disque est autant de plus étonnant que ça soit en fait un disque où je chante les mélancolies qui sont les siens et aussi les miens, mais plutôt les choses de constat de tristesse. Et que de ça, il était contente d'arriver de faire quelque chose qu'il avait trouvé beau. Et j'étais contente de pouvoir lui plaire là-dedans, quand j'ai vu que c'était réussi. Et alors, ces années, donc, pour retourner là-dessus, il y a des gens qui imaginent que j'étais poussée dans les studios, qu'on a enlevé tes vêtements, qu'on m'a poussé un panier à la main. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'avais besoin de ça. J'étais très secouée quand je l'ai rencontré. Il m'a donné un deuxième souffle. En fait, c'est presque comme une deuxième adolescence que j'ai pu avoir avec lui, où il m'a redonné confiance, où il m'a écrit des choses, des petites beautés, des petites interviews presque, des peintures de moi. Et finalement, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. C'était d'être vue par les gens qui avaient des visions des choses. Je l'ai eu, ça. Et je n'étais pas... loin d'être mécontent. Loin de ça. Non, non. C'est vrai aussi que c'est moi qui avais peur de lâcher des choses. J'avais peur que... Je ne savais pas de quoi tenait le fait que les gens vous aimaient. Alors c'est vrai que j'étais un peu lâche sur... Bah, surtout, personne ne m'a dit enlève le maquillage et on verra en dessous. Alors tu penses, ah bon, mais c'est à cause de ça. C'est stupide de parler de maquillage, parce que quand je parle de maquillage, c'est le maquillage d'une personne, pas seulement de la figure. Alors c'est pas lui qui m'a poussé de garder mon panier, des trucs comme ça. Les gens rigolaient avec mon panier et puis je trouvais ça drôle. Nous aussi. Oui, alors... C'était une période de ma vie très, très heureuse. Et en fait, Je t'aime moi non plus, il y avait des moments extrêmement dramatiques. Et dans les chansons aussi. Un des très très jolis disques que j'ai fait était où il y avait encore lui dessus, leur plaisir sans moi. Je suis si Tristan, n'y pensant à mon Tristan. Ah, c'était une jolie petite chose, ça. Une jolie grande chose. Et ça, c'est un disque où il m'a écrit ça il y a 10 ans de ça. Donc ça, il y en a eu toujours des touches de ce que lui soupçonnait en dessous. Et voilà, moi je crois qu'il y a un moment pour tout, et je ne crois pas que j'aurais été capable de jouer certains états d'âme, comme la pirate, avant, parce que je n'avais pas encore entassé tout ça, pas seulement dans le privé, mais professionnellement aussi, il avait eu un désespoir. Tout d'un coup, je pensais, en même pour un malentendu, je veux montrer ça. Alors, c'était pas seulement privé, c'était professionnel aussi. Mais je crois qu'on ne change pas tant que ça, que c'est toujours là, et puis c'est comme des changements de focale. Non, moi j'avais parlé
parce qu'il a une personnalité tellement forte. Oui. Je sais que pratiquement la moitié des Français le haïssent et l'autre moitié l'aiment. Il laisse Dès que personne les gens... indifférent. Non, il laisse Il n'y a personne pas de gens qui sont indifférent. tièdes. Non, mais presque tout le monde qui le rencontre l'aime. C'est les gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas vu en chair et en os et qui n'ont pas parlé avec lui. Tout le monde qui parle avec lui sont séduits finalement. C'est l'image que parfois, pas agace, mais oui, qui font peur aux gens parce que finalement, il est comme un enfant qui ose faire des trucs que les pères de famille disent à leur enfant, il ne faut pas faire ça, il faut être respectable, il faut avoir le col propre, et il faut être bien rasé, il faut une certaine dignité dans la vie. Et puis il voit cet homme qui est une sorte d'anarchiste de tout ce qu'ils avaient élevé leurs enfants, et en plus, qui est le héros de leurs enfants? Gainsbourg. Alors c'est le gif final, ça, c'est pas supportable. Alors je suis sûre que beaucoup de gens agissent par une sorte de jalousie parce que c'est lui qui est le héros de leurs enfants. Et c'est une sorte d'enfant fou qui peut se permettre de tout faire et qu'on l'aime avec ça, à cause de ça. Mais de toute façon, ici. Et c'est vrai qu'il a une personnalité très forte. C'est vrai que s'il est avec toi, la lumière vient autour de lui parce qu'il a un charisme, comme on disait, un charisme. Oui. C'est indéniable. Mais c'est un charisme généreux qui vous propulse aussi. Vous faites partie de son truc. On ne se demande pas de questions finalement. Quand tu es dans la situation où j'étais, on ne se demande pas de questions. On est content. Merci.